Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Le débat du dimanche aujourd'hui qui va parler de ce faux rendez-vous de Dadis Camara attendu à Conakry. Finalement, il n'est pas arrivé. Nous allons également parler du limogeage du général Babacar Gueye qui a été poussé vers la sortie. Le Mali, l'équation de l'après-accord de paix avec ce premier coup de canif dans le document signé le 20 juin dernier à Bamako. Ces accrochages aux environs de Kidal entre des éléments de la CMA et ceux de Gacha. On va également parler du Mali avec cette recrudescence un peu de l'insécurité à l'ouest et même à l'attaque à Bamako du poste de police de l'autogare de Sogoniko. Des questions qui seront abordées par nos invités. Mohamed Tembine, magistrat, Mohamed Tembine qui est à sa première participation au débat du dimanche. Tembine, bonsoir. Bonsoir, Sédou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Chana Takiou de 22 septembre, Alexis Calambri des Échos et Serge Daniel, journaliste écrivain. Premier thème, il était attendu, il n'est pas arrivé. Moussa Dadis Camara n'a pas fait ce samedi le déplacement de Conakry et pourtant nombre de ses sympathisants étaient à l'aéroport pour l'attendre. Nous suivons ici le compte-rendu de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Tout est parti d'un communiqué du Parti des forces patriotiques de démocratie et de développement diffusé sur certains médias privés de la capitale, annonçant l'arrivée de l'ex-chef de la junte militaire ce samedi à Conakry. Ça a passé au niveau de tous les médias, toutes les antennes radiophoniques. On nous a fait savoir et nous assurer que notre président serait là aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là, nous sommes mobilisés et nous sommes là. Tant que notre président ne sera pas là, nous n'allons pas bouger d'ici. Depuis combien d'années le capitaine est en exil? La population qui est affamée, on veut voir le capitaine, on en a marre, vraiment. La population, la jeunesse, on est motivé à 100%. Nous voulons coûte que coûte l'arrivée de Dadis à la réponse de Conakry. Très motivés, ces militants du Parti des forces patriotiques de démocratie et de développement sont plus que jamais déterminés à accueillir ce samedi le leader Moussa Dadis Camara. Alors que, ici à l'aéroport international Conakry-Bessia, rien ne rassure réellement de l'arrivée de Moussa Dadis Camara ce samedi. Aucun responsable du parti n'est sur place et selon les responsables de l'aéroport international, sur la liste des passagers devront regagner Conakry ce samedi, aucun nom Moussa Dadis Camara ne figure sur cette liste. Aucun passager du nom de Moussa Dadis Camara. Et pourtant, si l'on en croit son avocat, ils sont en train de savoir s'il peut avoir un autre billet pour passer à partir d'une autre capitale pour transiter donc sur Conakry. Chana Takiou, on l'attendait, il n'est pas arrivé finalement, Moussa Dadis Camara. Est-ce que c'est de la mise en scène tout cela? Bon, il faut le voir à deux niveaux. Ça peut être une opération de com pour l'équipe de Moussa Dadis Camara, première hypothèse. Deuxième hypothèse, il peut y avoir une pression des autorités guinéennes, parce que Moussa Dadis Camara est inculpé. À la dernière minute, Conakry pourrait bel et bien envoyer un message pour dire que dès qu'il arrive à Conakry, on mettra le grappin sur lui parce qu'il est inculpé, donc il sera en prison. Aux grandes dames de ses supporters. Donc moi je pense que si ce n'est pas une opération de com, c'est une pression des autorités guinéennes qui a fait que Dadis n'est pas arrivé. Alexis Calambri, opération de com également? Non, je dirais pas de cette façon, mais ce qui est certain, Dadis ne se prend pas au sérieux. Il n'a aucun crédit pour prétendre à quoi que ce soit, et je pense que les autorités guinéennes ont faussé sa stratégie qui était de les faire chanter pour qu'ils le récupèrent. C'est vrai que bon, chez une certaine population, il peut avoir de la popularité, mais ça ne repose sur rien du tout. Okay. Monsieur Tembine, vous êtes magistrat. Dadis, il a déjà été entendu. Ça veut dire que s'il foule le sol guinéen, il peut être
amené directement en prison, c'est ça? Absolument. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, Sékou Tangara, permettez-moi d'abord de vous remercier et à travers vous, la direction de la chaîne Africa Télévision, de m'avoir invité sur votre plateau pour exprimer sur les questions d'actualité. Évidemment, revenons à la question de Dadis Camara. Dadis Camara, juridiquement, aujourd'hui, dès lors qu'il a été inculpé, ce qui veut dire qu'il y a des charges qui ont été retenues contre lui. Donc aujourd'hui, s'il arrive à l'aéroport, la justice, aujourd'hui, évidemment, a le pouvoir de l'arrêter immédiatement. Dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés, effectivement, c'est des faits assez graves. Il est inculpé, comme on appelle, pour complicité d'assassinat, complicité de torture, de viol, complicité, comme on appelle, de crimes contre l'humanité. Donc, il y a beaucoup de charges qui sont retenues contre lui. Et évidemment, aujourd'hui, pour moi, il n'y a même pas l'opportunité pour Dadis aujourd'hui de revenir en Guinée. C'est vrai, jusqu'à preuve contraire, il est présumé innocent. Mais aujourd'hui, les victimes attendent une justice, une vraie justice, pour que ceux qui ont été victimes, la justice, il faut que la justice répare, n'est-ce pas, de ce qui a été commis le 28 septembre 2009. C'est quand même pas un passager ordinaire. Vous savez que si vraiment il était à bord de cet avion, on aurait d'ailleurs vu à l'aéroport de Conakry-Bessia qu'il y avait un dispositif de sécurité. Donc là où je ne suis pas d'accord avec vous, il a le droit de rentrer, puisqu'il a dit lui-même qu'il est prêt à s'expliquer devant la justice. Il l'a dit lui-même ouvertement. Je pense que ce n'est pas forcément une opération de com, mais c'est peut-être un ballon d'oxygène. Parce que lorsque l'avion a décollé de Ouaga, on savait qu'il n'était pas à bord. Donc maintenant, qui a annoncé son arrivée? Est-ce que c'est son parti politique? Est-ce qu'il y a eu des tractations au dernier moment? Il reste à savoir. Ce qui est sûr, c'est que Dadis Camara apparaît plutôt comme un homme courageux. Moi, je ne l'aimais pas trop, hein, mais il apparaît comme un homme courageux parce que il reste quand même un caillou dans la chaussure du gouvernement guinéen. C'est-à-dire que celui-là qui dit aujourd'hui je suis prêt à aller me rendre, il a le droit de rentrer dans son pays, si vous voulez. Donc l'affaire n'est visiblement pas terminée. Il faut voir comment ça va évoluer puisqu'on parle effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Tangara, d'un possible prochain vol. Mais s'il doit quitter le sol du Burkina Faso, il faut que les autorités soient d'accord. Il faut que les autorités donnent le feu vert. Il ne faut pas oublier qu'il est parti du Maroc pour venir officiellement en Guinée et on l'a dérouté vers le Burkina Faso. Oui, Alexis, il va ajouter quelque chose. Oui, justement, je ne le trouve pas courageux. Dadis s'est tenu à carreau tant qu'il était logé, blanchi par Compaoré. Maintenant, à la limite, il n'a presque plus de source de financement et je pense que c'est pour ça qu'il brandit cette menace de rentrée. Mais en réalité, il est encombrant pour tout le monde en Guinée et il le sait. Oui, Chana, oui. Oui, Dadis a le droit de rentrer en Guinée, certes, Serge, mais lui, Conakry a également la possibilité de les mettre entre les quatre murs. Ça, c'est très clair. Il est inculpé, il rentre parce qu'il ne reste pas tranquille, il veut perturber le pouvoir. Vraiment, pour la lutte de pouvoir, il n'y a pas de sentiment. Il rentre, on le prend, on l'enferme. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le pouvoir. Mais on n'est pas en train de dire est-ce qu'il faut l'arrêter ou pas. On est en train de parler de son non-arrivée à Conakry. Bon, son non-arrivée, j'ai dit l'arrestation. Son éventuelle arrestation fait partie, fait partie de son arrivée ou pas. Parce que si il est convaincu quelque part que s'il foule le sol guinéen, il sera arrêté, il pourrait préférer rester dans son exil. Il est persuadé, très rapidement, il est persuadé que s'il rentre, à mon avis, qu'on ne va pas le décorer. À mon avis, il est persuadé que s'il rentre à Conakry, qu'il va être interpellé. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir pourquoi il n'est pas venu alors qu'on avait annoncé son arrivée. D'accord. Moi, je m'en fous qu'il rentre. Chana, vous n'avez plus la parole. On va poser. Oui, terminez, allez-y. Moi, j'allais dire que si aujourd'hui on est arrivé à ce stade, il faut dire quand même que Dadis, c'est lui qui a été à la base de tout ça. Parce qu'en 2008, en décembre 2008, au moment où il est arrivé au pouvoir, il avait promis des élections libres et transparentes. Et s'il avait réellement fait comme il avait promis, aujourd'hui, on n'allait pas arriver à ce stade. N'est-ce pas? Et comme vous l'avez dit, comme Sana l'a dit, quelqu'un qui est inculpé veut dire il y a des charges très lourdes qui sont retenues contre lui. Et il va falloir aujourd'hui qu'il s'explique.
C'est vrai, il a le droit de rentrer, comme Serge l'a dit, dans son pays, mais aujourd'hui, en décidant de rentrer en Guinée, il risque aujourd'hui une arrestation. Mieux, comment on appelle, ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, son retour en Guinée, il ne va pas créer plus de problèmes, est-ce qu'il y a des solutions? Voilà plusieurs questions à laquelle nous devrons répondre. D'accord, j'aimerais vous poser peut-être cette question. Est-ce que sa rentrée ne participe pas d'un harcèlement de la justice guinéenne, puisqu'on sait que son allié de l'UFDG, un des députés de cette formation-là, a accepté d'aller en prison pour se mettre à la disposition de la justice. On a parlé d'entorse à la procédure et tout. Dadis aussi qui s'y ajoute. Est-ce que, sachant bien que Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, c'est son allié, est-ce que cette rentrée ne participerait pas d'un complot de harcèlement de la justice guinéenne je ne pense pas. À quelques semaines de la présidentielle? Non, je ne pense pas. Je pense que la justice guinéenne, elle est indépendante. La justice fait son travail, la politique aussi fait son travail. Je le pense, j'estime. Dès lors où on parle de séparation de pouvoir, la séparation du pouvoir judiciaire. Comment on appelle bien, c'est la théorie, non, cher cousin. Oui. Dans la réalité, vous n'êtes pas indépendant. Non, écoutez. Quel qu'en soit, cela n'empêche, il faut quand même me laisser terminer mon raisonnement. Ok. Hein? Terminez votre raisonnement. Voilà. Donc, dans la mesure où il y a la séparation de pouvoir, comment on appelle, la justice, vous le savez, nous sommes en matière pénale. Et la justice, à 10 ans, il peut les poursuivre. Jusqu'à 10 ans, on peut les poursuivre. Donc, moi, à mon avis, le procureur, d'ailleurs, le ministre de la Justice guinéenne, l'autre jour, avait organisé une conférence pour dire que, comment on appelle, l'inculpation de Dadis n'a rien à voir avec, comment on appelle, les élections présidentielles d'octobre 2015. Vous comprenez? Donc, le problème s'est posé parce que la justice guinéenne avait demandé une commission rogatoire, comment on appelle, aux autorités burkinabèses. Les autorités burkinabèses n'avaient pas donné leur réponse. C'est pourquoi les choses se sont concitées. Sinon, en réalité, les juges voulaient faire le déplacement depuis longtemps. D'accord, Alexis, qui veut Oui, c'est quand même trouble. On ne peut pas parler d'indépendance de la justice dans la mesure où on n'a rien vu tant que Dadis n'avait pas annoncé les couleurs, tant qu'il s'était tenu à carreau, comme je le disais, à Ouaga. La communauté internationale a poussé à la roue, les défenseurs des droits de l'homme ont crié et rien n'a bougé. Mais subitement, dès qu'il a dit « je veux rentrer, je veux être candidat », il y a eu un aballement de la justice. On ne peut pas dire qu'elle est indépendante. Dans ce cas précis, elle a été instrumentalisée par le politique. D'accord, on va suivre de près l'évolution de cette affaire Moussa Dadis Camara. Deuxième thème de ce numéro du débat du dimanche, le limogeage du général Babacar Gueye qui a donc été poussé vers la sortie à la suite d'une série d'accusations d'abus sexuels commis par des casques bleus contre des enfants. Le secrétaire général des Nations Unies est monté au créneau. Il a tapé du poing sur la table. Ban Ki-moon que nous écoutons ici. Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point je ressens de la détresse, de la colère et de la honte en voyant d'année en année des rapports sur des abus sexuels commis par des forces de l'ONU. C'en est assez. Aujourd'hui, j'ai accepté la démission de mon représentant spécial, M. Babacar Gueye, le directeur de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Est-ce que M. Temine Babacar Gueye doit s'offusquer peut-être de cette démission? Il peut peut-être être moralement responsable, mais pas du tout coupable. Écoutez, on ne peut pas dire qu'il est coupable, mais de toutes les façons, comme tu l'as dit, moralement, on peut le reprocher aujourd'hui. Il est responsable de cette situation. Parce qu'il faut revenir d'abord au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La mission, la MINUSCA, c'est-à-dire la mission internationale de soutien pour la Centrafrique, les éléments qui sont sur le terrain ont commis d'actes de pédophilie sur des filles mineures de moins de 12 ans. Ensuite, il y a eu d'homicide volontaire des adolescents, et une fille adolescente et son père. C'est ce qui a révolté, comment on appelle, la population. Donc, à l'issue, comment on appelle, de cette révolte, il y a eu, comment on appelle, des enquêtes. Les enquêtes ont démontré que, comment on appelle, la mission a failli à sa mission. C'est une mission qui est là pour protéger et non de créer des problèmes. Voyez-vous?
Donc, si ça a été le cas, donc maintenant, comme on appelle, à l'issue de l'enquête enclenchée, comme on appelle, le monsieur a rendu sa démission à la demande du secrétaire général des Nations Unies. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer l'acte courageux, comme on appelle, du secrétaire général des Nations Unies. Il faut donner aujourd'hui, comme on appelle, l'exemple à toutes les missions de l'ONU qui sont à travers le monde, pour dire que, comme on appelle, pour dire que désormais, quel qu'en soit le poste que vous occupez, quelle qu'en soit votre responsabilité, vous pouvez être, comme on appelle, poursuivi moralement, ou on peut même parler de faute, n'est-ce pas? Moi, c'est mon avis. Alexis Calambri, une sorte de fusible. Hein? Fusible, parce qu'il y a une telle hypocrisie de la communauté internationale. Si vous voyez les missions des Nations Unies, tout l'effort qu'ils fournissent pour étouffer ces scandales-là, c'est à la limite le lot quotidien. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils l'ont connu. À la limite, ils s'en offusquent parce que ça a été dans les médias. Sinon, c'est courant, ils font tout pour étouffer. Et ce n'est pas de cette façon qu'on va éradiquer. Qu'ils forment les militaires et les envoient, qu'ils les dédient réellement à une mission, parce que franchement, très souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils viennent faire. Charnatek, sur cette démission. Moi, je pense qu'il a été l'agneau sacrificiel. Est-ce que vous voyez? Le secrétaire général a tapé le maillon faible de la chaîne. Moi, je veux dire très clairement, c'est parce qu'il est nègre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que ce n'est pas une règle écrite au niveau des Nations Unies. Les Nations Unies existent dans beaucoup de pays. Il y a des viols, il y a des tueries, il y a pédophilie. On n'a jamais sanctionné personne. Mais c'est parce qu'il est de l'Afrique noire qu'on le sanctionne de cette manière. Ce n'est pas une règle écrite au niveau des Nations Unies. Ici au Mali, on a tué des gens, il y a eu des viols, personne n'a été limogé. Mais si on veut mettre de l'ordre dans la maison, il faudrait que l'on soit tous au courant des règles, des nouvelles règles, que ces règles soient établies, écrites, acceptées par tout le monde. Okay. Mais parce que c'est un nègre, on commence par lui, on veut l'instaurer. Allons-y. D'accord. Serge Daniel, oui, allez-y. Non, moi ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'il méritait ce qui lui est arrivé. Parce qu'il était le chef militaire. Il y a une gestion, quand il y a un crime, parce que c'est un crime, il y a une gestion qu'on fait de cette affaire-là. Il a, quand vous discutez avec les diplomates onusiens, mais des diplomates onusiens pas européens, mais des diplomates onusiens africains, je ne pense pas du tout que ce soit une affaire de nègre ou de blanc, contrairement à Chana, il est en train de payer pour la gestion du dossier. C'est-à-dire qu'il a mal, je terminerai, il est en train de payer pour la gestion de ce dossier. C'est-à-dire qu'il a mal géré le dossier, c'est ce que les diplomates onusiens disent. Mais c'est en même temps un signal fort, parce que vous avez appris, si vous avez écouté les informations ce jour, c'est qu'il y a d'autres sanctions qui vont tomber. Les sanctions vont tomber, mais en même temps, vous allez avoir une enquête qui va être ouverte. C'est ce que je pense plutôt. Oui. Est-ce que ça ne décrédibilise pas, Alexis Calambri, les missions des Nations Unies? Puisque c'est pas nouveau, à chaque fois que des casques bleus sont dans un pays... Non, ça les interpelle. Ça les interpelle. Ouais. Je pense que, comme je le disais, il faut qu'on restructure et que les missions soient bien définies, clarifiées et qu'on soit capable de, à la limite, de les cantonner et d'avoir un regard sur eux. C'est des êtres humains, c'est souvent des gens qui sont très loin de leur famille, mais la solution utilisée jusque-là par les Nations Unies, qui a consisté à étouffer les affaires, n'est pas la bonne. C'est surtout ça. Oui, M. Tangara, vous vous rappelez que l'opération Sangaris, 14 militaires français ont été accusés de la même manière. Ils sont rentrés en France, on dit qu'il y aura une enquête, la justice a été saisie, qui a été limogé. Ici au Mali, on a tiré à bout portant sur des individus. Qui a été limogé? Encore que ceux qui commettent ces crimes-là restent impunis. Ils ne sont pas sanctionnés parce qu'ils bénéficient de l'immunité dans les pays dans lesquels ils sont déployés. Et ils ne répondent que devant la justice de leur pays d'origine. Et une fois qu'ils rentrent chez eux, aucune information. Ok. Justement, la question que j'avais envie de poser à M. Tembiné, on sait, l'ONU n'a pas d'armée, M. Tembiné. C'est des contingents, c'est des éléments qui viennent de tel ou tel pays pour que de telles situations ne puissent pas se reproduire. Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'éradiquer le mal à la source, que les pays au niveau interne essaient de parler à leurs éléments qu'ils envoient un peu dans ces pays-là?
Absolument. C'est une nécessité, comme on appelle ces gens, comme on appelle ces militaires qui quittent des pays différents, comme vous l'avez dit, ont besoin quand même de formation à la base pour les sensibiliser, pour éviter des actes de ces genres. Surtout, comme Serge l'a dit, la pédophilie, moi je pense que c'est un crime qui est très très grave. C'est un crime qui est très très grave. C'est un crime qui peut être puni, en tout cas si vous prenez le code pénal du Mali, jusqu'à 40 ans de prison. Donc, aujourd'hui, la question que tout le monde se pose aujourd'hui... et c'est sûr qu'en prenant le code pénal de la RCA aussi, ça va avoisiner, quoi. Mais on passe, bref. Ouais. Oui, je pense. C'est à peu près, c'est la même chose. Parce que, comme on appelle, tu sais, nos textes ont été un peu copiés-collés de la France. Les pays, comme on appelle, colonisés par la France, à peu près, c'est la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le débat ne se situe pas à ce niveau. Comme Serge l'a rappelé, ce n'est pas, contrairement à ce que mon cousin dit, ce n'est pas le général Boubacar Gaye seul. L'enquête est en cours. Il y a d'autres personnes dont les sanctions vont tomber, comme on appelle, bientôt. Donc, moi, je pense qu'il est précipité, il est trop tôt aujourd'hui de dire que parce qu'il est africain, c'est pourquoi il a été limogé. Non. Il y a eu un fait, les faits sont là, c'est lui le premier responsable, c'est à lui d'assumer aujourd'hui ce qui s'est arrivé, pour que cela donne des leçons aux autres. Okay. Je voulais me permettre d'ajouter que... Allez-y, parce que vous venez du Tchad et je fais attention à ceux qui viennent du Tchad. Il vient du Tchad. Ils sont très nerveux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je faisais vraiment rapidement un constat pour dire que c'est quand même une honte de constater que les missions de plus en plus, au sein des missions des Nations Unies dans les pays, en RDC, Chana parlait du cas du Mali, il y a le cas de la Côte d'Ivoire également, que de plus en plus, on a l'impression que ces soldats de l'ONU, les casques bleus, se prennent un peu pour des soldats supérieurs aux autres et qu'ils commettent ce genre de crimes. Mais pourquoi ils ne sont pas jugés dans les pays dans lesquels ils ont commis le crime ou tout simplement parce qu'ils ont signé des contrats, c'est juridique en fait. C'est-à-dire qu'avec le pays en question, il y a des comment vous appelez, des contrats, pas des contrats, mais des procédures qui ont été acceptées entre les pays pour dire, bon, par exemple, les Français, on ne les juge pas ici, on les juge plutôt chez eux. Mais c'est quand même terrible et dommage de constater que ces soldats qui doivent être des soldats modèles, sont des soldats, parfois, ce sont des voyous. Ok. Très rapidement. Oui, je précise d'abord, Serge, c'est-à-dire que les forces, les casques bleus, partout, ils bénéficient de l'immunité dans les pays où ils sont. C'est une immunité qu'ils ont, ça c'est une règle générale qui est octroyée au casque bleu. Est-ce que vous voyez? Cela dit, je précise encore, c'est-à-dire que moi je ne suis pas contre une sanction. On doit sanctionner. Mais j'ai dit, pour être sanctionné, il faut que les règles soient claires dès le départ, que la sanction soit égale pour tout le monde, que tout le monde sache que si tel acte m'arrivait, voilà le résultat, ainsi de suite. Mais on commet toujours des exactions, on ne sanctionne jamais. Voilà que maintenant c'est un Africain noir qui se trouvait par hasard à ce niveau de responsabilité, on le sanctionne sans qu'il ait des règles préétablies. C'est ce que je condamne. Ok, ça a été compris. Alexis Calambri, à chaque fois qu'on écoutait le général Gaye, il disait que la MINUSCA a deux missions. La première mission, réussir les élections. La deuxième mission, réussir les élections également. Et on voit que son départ, c'est à quelques semaines de la présidentielle annoncée pour octobre. Est-ce que c'est un départ qui va impacter négativement sur le cours des événements? Oui, forcément. Parce que, premièrement, il lui avait été reconnu une certaine poigne dans la tenue des principes qui avaient été dictés dès le départ. Donc, c'est quelqu'un qui avait un objectif, qui travaillait à cela. Et ensuite, si vous voyez maintenant, Catherine Samba Panza n'a pas l'intention de partir tout de suite et fait tout ce qu'il faut pour rester le plus longtemps. Donc voilà, ça va, elle a une opportunité, le temps que le Gabonais s'installe, de mettre la diversion. Et si lui, il n'a pas la pointe que l'autre avait, forcément ça va déraper sur les dates. Attention quand vous parlez de Catherine,
Elles sont, mais elles ont des qualités aussi. En fait, ce que je veux dire, c'est que il n'y aura pas de conséquences, je ne trouve pas. Parce que c'est un système qui est organisé, on sait là où vont se dérouler, là où on va déposer les bureaux de vote, on connaît le nombre d'électeurs. Donc, il va forcément avoir un déploiement de la force onusienne là-bas. Mais c'est plutôt, à mon avis, l'image de cette institution qui est plutôt écornée. Ok. Troisième thème de l'émission, le Mali, le pays qui est toujours dans l'équation de l'après-accord de paix. Le document signé à Bamako le 20 juin dernier vient de connaître sa première violation avec ses accrochages, on le disait, intervenus aux environs de Kidal entre des éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad et c'est du Gatia. Et pourtant, on va le voir sur ces images, une délégation de la CMA était à Bamako cette semaine. Elle avait rencontré les autorités, elle a rencontré également à l'opposition, toujours dans le cadre de la recherche de la paix. Nous écoutons justement ici le porte-parole de la délégation sur l'objet de cette visite. Bon, nous sommes une délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad qui est à Bamako depuis quelques jours pour rencontrer les autorités du pays afin d'échanger sur l'accord qu'on a signé le 20 juin dernier avec le gouvernement malien. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous avons jugé nécessaire de faire une visite de courtoisie à la deuxième force politique, c'est-à-dire du Mali, à savoir l'opposition, afin bien évidemment d'échanger sur la situation actuelle qui prévaut dans le pays, afin que les uns et les autres aient des idées convergentes par rapport à ce qui tient à cœur, je pense, aux uns et aux autres, à savoir le rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Bon, on pense que cet accord-là, il y a malheureusement beaucoup d'acteurs et beaucoup d'ennemis qui font en sorte que l'accord ne puisse pas être appliqué au Mali et que la paix ne puisse pas revenir. C'est une raison de plus pour que les différents acteurs, c'est-à-dire la coordination des mouvements de l'Azawad, le gouvernement malien, l'opposition, et les Maliens bien sûr dans leur ensemble, que chacun donne le meilleur de lui-même afin que l'application de cet accord-là soit effective, parce que je pense que c'est le seul cadre aujourd'hui qui va permettre au Mali de retrouver la paix et la sécurité. Voilà, terminé, c'était 48 heures, 72 heures avant ces accrochages, on le disait, intervenus à Kidal. L'idéal aurait été que ces accrochages-là n'interviennent jamais. Quand on écoute le porte-parole de la délégation, c'était vraiment beau, on surfait sur une très bonne perspective et voilà, patatras, première violation de l'accord. Tout à fait, vous avez raison. Avant la signature de l'accord, les Maliens dans leur ensemble pensaient qu'une fois que l'accord est signé, comme on appelle, la paix allait revenir automatiquement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que ça a été le contraire. Depuis que l'accord a été signé, des attaques par-ci, des attaques par-là. Et comme vous l'avez dit, l'attaque est tout près de Kidal, entre le SEMA et les Gadia. C'est une raison de plus. C'est pour dire qu'aujourd'hui, comme le représentant de SEMA l'a dit, il faut de la volonté politique de part et d'autre, vraiment, pour que chacun assume sa part des responsabilités, pour que l'accord soit mis, pour que, comme on appelle, la mise en œuvre de cet accord soit effective. Sinon, si on continue dans cette situation-là, comme l'autre le dit, vraiment, ça serait difficile pour sa mise en œuvre. Ok. Voilà. Chana, 2 événements dans la semaine. Le premier événement, cette visite de la délégation de la CMA à Bamako, et un deuxième, ces accrochages intervenus aux environs de Kidal. Il faut mettre le curseur sur lequel des événements. Est-ce que c'est la visite de la CMA, la présidente de la CMA à Bamako, et faire fi de ces accrochages-là pour continuer, positiver, ou le contraire? Non, on ne fait fi de rien. C'est-à-dire que les faits sont les faits. Il faut saluer la démarche de la coordination du mouvement de l'Azawad, qui a rencontré les autorités maliennes, l'opposition démocratique et certaines personnalités, dont le général Moussa Traoré, également a été rencontré par la CEMA. C'est une bonne démarche, une démarche à saluer. Cela veut dire que la CEMA s'inscrit dans une démarche de paix. Cela signifie que la CEMA ne veut pas du tout la reprise de la guerre. Et concernant la violation de cessez-le-feu, je n'ai pas des informations précises, mais à écouter le reportage de Serge Daniel sur RFI,
Je pense que Gatia... Non, attendez, il y a deux Serge. Il y a Serge, correspondant de RFI, et puis Serge, maintenant, je fais référence. Non, Serge RFI m'a informé ce matin. Parce que j'ai pas eu l'information par d'autres canaux que RFI. J'ai essayé de recouper en vain. Hein, selon les informations que Serge nous a livrées, moi, si je décrypte l'information de Serge, j'accuse Gatia de provocation. J'accuse Gatia de provocation. Parce que nous sommes dans une situation de cesser le feu, sous aucun prétexte. Gatia ne doit pas dire qu'il va saluer des gens à quelques mètres près des autres. C'est une provocation. Il faut que Gatia arrête cette provocation et que Gatia s'inscrit définitivement pour de bon dans le processus de paix. Au moment où on avait besoin de Gatia pour traquer ces gens-là, on n'a pas vu Gatia. Non. Non, si Gatia était là pour le traquer, on ne serait pas là. C'est parce que Gatia n'était même pas né à l'époque qu'on avait besoin de lui. Aujourd'hui, on a besoin de la paix. De la paix. Rien que la paix. Et toute violation du cessez-le-feu n'est pas acceptable. Et ceux qui le font, il faut les considérer comme que Gatia s'inscrive dans la dynamique de la paix, exclusivement, Alexis Kalambé. Le gouvernement, je dirais, est comptable de tout ce qui arrive. Parce que, voici, nous avons des situations, nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre, nous avons des situations de guerre asymétrique, parce que, encore une fois, on ne sent pas une prise en main du processus de négociation. La signature de l'accord de paix à Bamako était le départ d'une négociation pour l'applicabilité, pour disons, dessiner les contours. Mais on ne sent pas ce mouvement-là, on ne sent pas le gouvernement, et justement ce vide fait que chacun essaie d'avancer, de faire des opérations de communication souvent, mais en tout état de cause, si le gouvernement prenait la mesure qu'il y a urgence à aller à la paix, qu'il y a urgence à mener les discussions, même ce n'est pas un secret, la CMA est venue à la demande de ses conseillers, notamment les Américains qui leur ont donné toute la liste des gens à rencontrer. Ok, Daniel, on est dans une dynamique de paix. Hein. Toutes les attaques qui ont été revendiquées n'ont pas été faites par les signataires de l'accord. Donc la dynamique, elle était bonne. On n'avait peut-être pas besoin de cet accrochage de l'autre jour, puisqu'on est dans une dynamique. On n'avait pas besoin de cet accrochage. Vous parlez de ce qui s'est passé en fait à Touzik, à 70 km environ de Kidal. Ce que le Gatia dit, c'est le Gatia dit, oui, nous allions dire bonjour à nos parents. Nous ne pouvions pas aller sans nos armes parce qu'il y a l'insécurité dans la zone. Et du côté de la CMA dit non, on devait négocier sur les conditions de paix et que le Gatia a ouvert le feu. Enfin, chacun accuse l'autre d'avoir déclenché les hostilités. Mais ça s'était passé hier. On pensait que ça allait reprendre aujourd'hui, ça n'a pas repris. Donc, on peut dire que c'est un petit coup de canif plutôt dans le processus de paix et non un grand coup de canif. Il faut attendre de voir ce qui va se passer dans les jours qui suivent. Mais l'autre problème, pour revenir à la démarche de la CMA, à la visite de la CMA, moi je pense que c'est plutôt hautement politique. C'est hautement politique parce que il rencontre qui ? Il rencontre le principal parti, celui que j'ai entendu tout à l'heure, disait nous avons rencontré la deuxième force politique, c'est-à-dire la force qui est opposée au pouvoir. Donc c'est une démarche hautement politique. Je pense que les gens de l'URD en sont véritablement conscients. Moi, je reste persuadé que des deux côtés, il y a une volonté d'aller vers la paix. Le gouvernement, le Premier ministre a fait un communiqué ce dimanche pour condamner ce qui s'est passé à Kidal, et que je pense que des deux côtés également, il n'y a pas de volonté de reprendre les armes. Il va y avoir des couacs. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous signez les accords que c'est le début de la paix. Certains pensaient qu'après avoir signé les accords, il n'y aurait plus de boum-boum, permettez l'expression comme ça, tout le monde va comprendre. Mais non, il va y avoir encore quelques boum-boum. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ces boum-boum empêchent le processus d'avancer. On a eu beaucoup de mal à mettre sur pied les représentants du comité de suivi des accords. Ça va avancer. Vous savez que des groupes rebelles, des groupes armés sont aujourd'hui au Niger, pour parler de paix également. Vous savez que l'armée locale de Kidal est passée par l'Algérie, il doit passer par d'autres pays. Je
je pense qu'il y a une dynamique et que ce ne sont pas ces petits coups de canif qui vont empêcher le processus d'avancer. Si on épouse l'esprit de l'accord du 20 juin, la CMA est dans la dynamique de paix, le gouvernement aussi. Mais terminer, comment est-ce que ces différentes entités peuvent se mettre ensemble pour anéantir souvent les auteurs de ces attaques auxquelles on assiste ça et là à Nampala, à Sévaré et puis même ici à Bamako, Amadou Koufa, Yad Dagali. Comment est-ce que ces entités CMA, gouvernement, Gacha peuvent se mettre ensemble pour les combattre, les forces terroristes? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a la volonté politique, comme on appelle de part ou d'autre, notamment du côté du gouvernement et du côté du CMA et du Gacha, si c'est, comme on appelle ces différentes entités se mettent ensemble, comme on appelle, pour combattre le terrorisme, ils peuvent le faire et ils peuvent l'arriver. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'accord est signé sur le papier, mais est-ce que réellement dans la pratique, est-ce que les gens sont prêts à aller vers la paix? Sinon, si vous demandez la population... Apparemment, ceux qui ont signé, peut-être, on a l'impression qu'ils sont restés dans leur dynamique. Ceux qui ont signé quand même le 20 juin ici à Bamako. De toutes les façons, en tout cas, la population malienne aujourd'hui est prête à aller à la paix. Vous comprenez, cela, c'est inévitable. Voilà. D'accord. Il y a un déficit à combler de mon point de vue à deux niveaux. D'abord, le niveau politique. Je reste persuadé que aussi bien Koufa que Iyad sont des acteurs peut-être à écouter, ne serait-ce que entamer un dialogue avec eux, savoir à ce jour, peut-être il est presque impossible de savoir qu'est-ce que ces gens qui font les attentats veulent. Qui sont-ils? C'est un peu le monsieur de tout le monde, mais on est à un niveau où on doit savoir au moins qui sont nos adversaires. Aujourd'hui, peut-être on sait qui ils sont. Hein. Ils sont peut-être les Al-Mourabitoun, ils sont Amadou Koufa, ils sont... Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est bon à savoir, mais également, il faut que le gouvernement s'organise pour faire face à ce genre de... Avec ce imam qui a été assassiné non loin de Nampala. J'ai dit, Alexis, que cette insécurité au nord jusqu'au centre, est-ce que vous voyez, c'est une... de mon point de vue, une petite insécurité qui est due au manque de professionnels. Il n'y a pas de petite insécurité. J'ai dit, il y a insécurité. Disons même si tu veux la grande insécurité. La grande insécurité, c'est lorsque la CEMA est active, les djihadistes, tout ça là. L'insécurité actuelle, on le met au compte de Amadou Koufa, au compte de Yad Dagali, principalement. On met cette insécurité à leur compte. Mais c'est parce que nous n'avons pas une force armée organisée, professionnelle. Sinon, c'est une insécurité qu'on peut bel et bien repousser, maîtriser. Comment se fait-il qu'on soit dans une zone de guerre? Je dis bien une zone de guerre, une zone d'insécurité, comme le Nord. Surtout Gourmara-Rousse, qui est isolé de Tombouctou, qui est isolé de Goussi même. C'est l'un des cercles les plus isolés, Gourmara-Rousse. Comment est-ce que de forces de sécurité qui sont dans une partie de ce pays où il y a l'insécurité se donne le luxe de dormir? Chana Taki, on ne peut pas tout le temps peindre en noir l'activité de l'armée. Non, à Nara, par exemple, l'armée a riposté comme il le faut. Oui, il faut voir à combien de pourcents l'armée a riposté. Les replis tactiques, c'est de moins en moins. J'ai dit, tant que vous continuez à croire que notre armée est à la hauteur, alors qu'elle ne nous donne pas les résultats satisfaisants. Elle se remet en place. Elle se remet en place, elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur, il faut le dire, le reconnaître, et c'est ce qui est le résultat de cette situation actuelle. Elle se remet. Je voulais vous donner ma grille de lecture plus calmement que Chahana, parce qu'il est passionné parfois sur certains sujets. Si vous prenez ce qui s'est passé à l'imam assassiné près de Nampala, donc voilà des gens qui arrivent, ils demandent à voir l'imam, il sort, et puis paf, 2 balles, ils s'en vont. Ça peut arriver dans n'importe quel pays du monde. Le message est clair, c'est-à-dire que cet imam, c'est un musulman, un vrai musulman, modéré, paix. Et les autres, ils veulent installer le radicalisme dans le village, ils ne veulent pas. Donc c'est un symbole, donc on tue un symbole. Si vous revenez ici à Bamako, ce qui s'est passé à Sogoniko, à la gare routière, ce sont des gens qui arrivent, qui tirent
sur des policiers. Donc un symbole, c'est l'État, parce que à la gare routière, vous avez des milliers de personnes, mais ils tuent sur l'État. Donc c'est un symbole. L'autre chose à Sévaré, je reviens de Sévaré, contrairement à ce qui a été dit, il n'a jamais été question d'une prise d'otage. Je n'ai pas vu de trace de prise d'otage. Vous avez quelqu'un qui arrive, qui jette une grenade dans un véhicule qui tue 2 expatriés, qui tire sur le chauffeur 7 balles, qui rentre dans le domicile, après l'armée intervient. Mais alors, c'est vrai qu'à la base de tout ça, vous avez des armes qui circulent illégalement. Et je pense que ce que nous devons pouvoir faire, c'est pas le renseignement que vous traitez ces problèmes-là. Chana, je vais vous dire, je m'intéresse aux questions de sécurité. La sécurité malienne fait beaucoup de choses. Il y a une semaine, dans le Mandé, il y a des gens qui ont été arrêtés. Ça n'a pas été rendu public. Mais comment faire aujourd'hui pour que ça cesse? Dans le contexte où nous sommes, c'est ça qui est un peu difficile. Il faut craindre une chose, et j'en aurais terminé. Il peut y avoir d'autres cas. Il peut y avoir d'autres cas, mais il ne faut pas penser que les gens ne font rien. Ouais. Oui. Tout n'est pas négatif, mais beaucoup de choses restent à faire. Et je vous le dis, pourtant, je suis quelqu'un de très critique vis-à-vis des systèmes de sécurité. Tout n'est pas négatif, beaucoup de choses restent à faire, notamment... vous avez vu, par exemple, vous avez parlé dans le Gourma Raous, par exemple, le chef d'état-major vient de Gourma Raous. Et ils sont partis sans l'intervention de l'amunissement ou d'une autre force. Oui, des choses restent à faire, notamment ici à Bamako, dont les populations ont été terrorisées, je pense, de Sokoniko. Oui, c'est-à-dire il y a... c'est une guerre asymétrique. Encore une fois, on ne sait pas souvent qui vient. Il y a des exemples qu'on peut prendre. Au Niger, on a interdit dans certaines localités sensibles les 2 roues, et parce qu'on a vu très souvent, c'est à bord de moto que ces gens opèrent. Même souvent, ils voient les troupes passer, ils prennent la moto, ils dévancent pour aller mettre des grenades. Donc, je pense qu'il faut qu'on se réorganise. Si vous avez vu, le GIGN est un bon exemple. Ce n'est pas une guerre classique, ce n'est pas une armée classique qui peut faire face à ce genre de trucs. Il faut une adaptation, il faut une réorganisation. Chana, vous allez avoir la parole. Juste faire réagir Tembini sur l'attaque, par exemple, du poste de police de l'autogare de Sokoniko. Si on regarde le mode opératoire, c'est quasiment la même chose qu'au niveau de la terrasse. Effectivement, c'est vrai, comme mon cousin Chana le disait tout à l'heure, comment on appelle. Aujourd'hui, si vous regardez l'armée, effectivement, l'armée est en train de faire quand même des choses extraordinaires par rapport à 2012. Mais au niveau du dispositif militaire, il faut quand même le dire, il faut reconnaître, il y a une certaine défaillance aujourd'hui. Comment ces gens parviennent facilement à pénétrer des grandes villes comme Bamako, comme Sévaré? Mais c'est pas le renseignement, c'est pas le renseignement qu'on peut combattre ça. Ce n'est pas en mettant des militaires partout qu'on peut combattre ça. Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Le renseignement fait partie du dispositif. Tout à fait. Il parle de dispositif, il y a défaillance, il faut le connaître. Et il faut aujourd'hui le président de la République en personne est interpellé. Il faut qu'il se communique. On ne le voit pas sur le terrain. Il faut aujourd'hui, la population malienne a besoin de son président aujourd'hui, dans les garnisons militaires, à côté de nos forces armées et de sécurité, à Sévaré par exemple, à Sigasso, à Nampala, et dans les garnisons de Kati, comme on l'a vu l'autre jour. Aujourd'hui, la population réclame ça. Voyez-vous, cela peut remonter le moral des troupes. J'ai dit Tangara. Le Dogon vient de dire que l'armée fait des choses extraordinaires. Je ne suis pas d'accord. L'armée ne fait rien d'extraordinaire. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas pour les démoraliser. Tangara, tu me laisses parler, je vois, tu veux m'arrêter déjà. Non, je ne veux pas t'arrêter. Non, laisse-moi parler. Ouais. Laisse-moi parler. L'armée ne fait rien d'extraordinaire. Il a parlé des attaques au Niger à moto. Serge connaît l'affaire de l'ambulance qui quittait Bourem pour Gao. Ah, je n'étais pas dans l'ambulance. Moi, j'étais pas dans l'ambulance. Tu n'étais pas, d'accord. Des gens qui étaient à 200 mètres, 300 mètres, boum! Les militaires sortent de l'ambulance, ils laissent le malade et l'ambulance. Les assaillants viennent, ils prennent l'ambulance, ils partent. Nos militaires refusent de combattre. Non, c'est pas tous nos militaires. Ils refusent. J'ai dit, on parle de façon générale. C'est certain de nos militaires. J'ai dit, notre armée, pour l'instant, il faut le dire, n'est pas à la hauteur, n'arrive pas à nous donner les résultats escomptés. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ne sont pas suffisamment équipés. Ça, c'est le gouvernement qui en est responsable. Mais il faut dire également qu'il y a une loi d'orientation militaire qui est en vue. Des centaines de milliards sont à la recherche pour pouvoir équiper notre armée. Mais il faut que celle-ci soit davantage combative, qu'elle soit une véritable armée républicaine, qu'elle sache qu'elle est là pour se battre, pour mourir pour nous.
Même avec ses faibles conditions, elle essaie de faire ce qu'elle peut. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien, Tangara. Je ne partage pas du tout cet avis. Allez-y, on vous raconte tellement d'histoires concernant cette situation, c'est pas possible, que je me garderai de raconter. Il refuse de combattre. C'est Alexis Calambri. Alexis. On ne connaît pas l'ennemi a priori, parce que c'est monsieur tout le monde, c'est le gars qui vient faire le coup, qui se fond dans la nature. On a une armée formée à la guerre classique. Comme Serge disait tout de suite, il nous faut mettre l'accent sur les renseignements, il nous faut mettre l'accent sur les infiltrations, il faut vraiment qu'on réorganise ce qu'il y a en face de nous maintenant repose plus sur les renseignements, sur d'autres méthodes, sur la technologie. Parce que, à la limite, aujourd'hui, si les gens utilisent le téléphone, on peut faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas conventionnel et ce n'est pas déméritant pour l'armée à ce que... Merci. Je parlais du renseignement, mais encore faut-il mettre les moyens à la disposition de ce renseignement. Quand vous voyez la nuit, j'en aurais terminé, Chana, à Bamako, vous voyez des patrouilles qui circulent à Bamako, vous reconnaissez parfois des policiers ou des militaires qui vous reconnaissent, vous voyez vraiment que ils ont des véhicules parfois qui ont des pneus usés, par exemple. Ça, ce n'est pas possible, hein, si vous voulez. Ou bien ils vous disent, on est obligé d'arrêter la ronde à partir de telle heure parce qu'on n'aura plus de carburant dans les véhicules. Donc il faut que, si la sécurité devient dans ce pays le premier poste budgétaire, on le dit ouvertement, c'est une option politique, et qu'on mette les moyens à la disposition de ce qu'il faut. Voilà, et c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Mohamed Tembine, magistrat, Alexis Calambri des Échos, Chana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre débat.